Merci, le bon docteur. En effet, comme ça, vous savez, vous avez tous les détails sur la vie de cette jeune et dynamique équipe de Zigzag Café, les maladies, les bonheurs, les malheurs, les nuits blanches, allez savoir. Là, on n'a pas tout à fait élucidé le mystère, quand même, je dois dire. De la nuit blanche? De la nuit blanche d'Elisa, je crois que ça mériterait une enquête. Généralement, c'est avec le patron que ça se passe. Non, pas du tout, pas du Il faut tout. quand même que je réponde. Non, c'était pas avec le patron, David. Et vous, c'était comment votre nuit blanche? Bon, alors, au programme de l'émission. Alors, ce qu'on peut dire quand même au début de cette émission, c'est vrai que nous devions recevoir un invité qui était notre directeur général, Monsieur Valpone, et puis il a eu la bonne idée. Il est toujours, d'ailleurs, oui, il est toujours. Mais il est actuellement au fond du lit avec une grippe. Alors on le salue, entre grippés, c'est une bonne façon de se tendre la main, qu'il se remette et qu'il vienne nous voir. On l'attend ici à la tour de la télévision. On est nombreux à vouloir lui parler. Voilà. Francis Olakingal, heureux de vous accueillir. Vous passez la semaine avec nous. Je vous le rappelle, curé d'Isérable, il est suisse, ça ne se voit pas, mais il est suisse. Vous êtes suisse? Bien sûr. On rappelle que Valaisan, de Mans, du village de Mans. Ah bah voilà. Et puis vous êtes d'origine indienne, mais vous n'êtes plus indien, parce que l'Inde... n'accepte pas double nationalité. Voilà. Donc quand vous rentrez chez vous, vous demandez un visa. J'ai besoin d'un visa, comme vous. Comme moi. Nous irons ensemble, je l'espère. Voilà. Alex avec nous. Oui, bah écoutez... Vous nous raconterez ça aujourd'hui et encore jeudi, vendredi. Vous êtes allé en Inde avec j'ai Francis. suivi Francis chez lui, dans sa famille en Inde. Donc aujourd'hui un peu, jeudi un peu plus, je vous raconterai ça. Bien sûr, et puis Elisa sera soumise à la question, toujours à propos de cette fameuse nuit blanche, dont nous ne savons rien. Mais ce sera pour tout à l'heure, très probablement. Madame Albina Dubois-Rouvray, on est très heureux de vous accueillir. Moi aussi, je suis pour très parler heureuse de la d'être là. Fondation François-Xavier Bagnoud, ce sera tout à l'heure. Et parler de l'Inde, et parler du travail des enfants, et parler des quantités d'actions que vous menez de par le monde. Emmanuel Teller. Oui, bonjour. Ça fait très plaisir à Francis, ça nous fait très plaisir à nous aussi, parce qu'Emmanuel Teller, il est animateur pastoral, il est l'un des créateurs des Restos du Cœur du côté du Valais. Valaisan aussi. Valaisan aussi, et puis il avait un autre Valaisan avec lui, c'était Francis Olakingal. Donc vous parlerez un peu de vos actions ensemble, merci. C'est rappelé aux téléspectateurs qu'en cette période d'avant-Noël, on vous appelle, on vous encourage à vous mobiliser, à faire preuve de solidarité pour que, pour un grand nombre de gens, ce soit réellement une fête. Christine? Je cultive mes arbres normalement, mais le mardi, je viens sur le plateau de Cadence. Ben vous voyez, c'est vrai. De Zigzag. Voilà. Cadence, c'est une autre émission, mais c'est pas Dans grave. laquelle vous êtes aussi. Voilà, le vendredi Exactement. soir sur Suisse 4. Donc vous aussi, vous avez deux vies. Oui, mais ça, c'est les officiels. Il y a toutes les autres derrière. David avec nous. Rebonjour. Oui, j'ai vu que vous étiez mis à dos les militaires, l'Église catholique tout à l'heure. Mais tous ceux qui méritent de l'être. Votre avenir, ouh là là, Ouais, vous on va engagez faire un peu là. là. Vous engagez un peu, je crois qu'il s'enfonce. Voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion d'offrir un arbre à notre invité, Francis Olakingal. Lequel est-ce? Alors cet arbre, c'est le châtaignier. Et cet arbre, je le dédie également à toutes les personnes, vous peut-être, qui êtes nés entre le 15 et le 24 mai, ou entre le 12 et le 21 novembre. Donc le châtaignier. Et figurez-vous que c'est un monsieur que l'on connaît bien pour avoir instauré une autre tradition que celle de planter les arbres, qui est à l'honneur aujourd'hui, hormis vous. Je veux parler de Charlemagne, parce que Charlemagne, qui a inventé l'école, cela se sait bien entendu, a donné un immense coup de fouet au développement de la castanéiculture. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Castanéiculture, c'est donc le fait de faire pousser des châtaignes. Et si je vous donne ce nom-là, c'est que l'on retrouve dans ce mot l'origine du mot châtaigne, qui est castanéa en grec. Et on retrouve beaucoup de choses avec ce mot-là. On retrouve la castagne, autrement dit l'art de recevoir ou de donner des châtaignes. Et on retrouve encore autre chose, côté musical, danse, artistique, puisque les danseurs de flamenco le connaissent bien, c'est avec le bois de la châtaigne que l'on fabrique les castagnettes. Bien vu, merci d'avoir suivi, Elisa. Donc non seulement l'art de se battre et de ne pas se laisser faire, mais également le côté artistique de la danse, de la musique. Au siècle dernier, il y a encore un chapitre sur le châtaignier. Au siècle dernier, un chimiste lyonnais avait eu l'idée de faire macérer des copeaux pour obtenir une teinture. Et tenez-vous bien, avec le châtaignier, on obtient la teinture bleu, d'un bleu magnifique. Le châtaignier, c'est donc votre arbre tutélaire qui vous permet de vous battre, qui vous permet de vous défendre, qui a aussi tout le côté artistique. Et il y a, je dirais, du Voltaire et du Rodin en vous. Ce sont deux hommes qui sont nés aussi sous le signe du châtaignier. Et il y a, et je terminerai par là, l'écrivain Robert Louis Stevenson qui a écrit le fameux Île au trésor, alors Voyage également.
Voilà ce que je peux vous offrir aujourd'hui sous le signe du châtaignier, votre arbre tutélaire du calendrier celte. Alors Francis, merci beaucoup. D'abord, merci. Et puis, c'est vraiment très intéressant. On apprend beaucoup de choses ici à Zigzag Café. J'ai cru comprendre que votre couleur favorite, c'était le bleu. Il me semble que ce n'est pas le cas. Rouge. C'est plutôt rouge. Enfin, on teindra. On fera une autre teinture. Voilà. Y a-t-il des arbres que vous aimez particulièrement? Bien sûr. Bon, il y a 12 arbres. Premièrement, le cocotier. Parce que le Kerala, le pays d'où je viens, le mot Kerala veut dire le pays des cocotiers. On voit beaucoup d'arbres de cocotiers. Vous avez sûrement remarqué ça aussi. Tout à fait. Et Kerala, puis on en fait toutes sortes de choses. Enfin, je veux dire, on utilise tout dans le cocotier. Voilà, tout à fait. Donc, et puis on dit qu'il y a une ressemblance entre l'arbre, le cocotier, et puis le caractère des gens de Kerala. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le cocotier, c'est un arbre qui pousse très haut, en contournant tous les obstacles. Et les gens de Kerala, c'est la même chose. Ils partent très loin. Donc, on trouve un peu partout dans le monde les gens de Kerala. Même à Isérable? Même à Isérable. Voilà. Même sur la Lune, ils sont rencontrés, Armstrong et Aldrin, ils sont rencontrés 12 personnes de Kerala quand ils sont arrivés sur la Lune, on dit. Ah bon. Voilà. Et puis l'autre arbre, c'est le bania. C'est pas très connu ici. C'est un arbre sacré pour les hindous, pour les bouddhistes aussi. Le Bouddha est devenu, il a reçu l'illumination sous cet arbre. Les sages indiens, ils assis sous cet arbre et ils méditent. Alors pour toutes ces raisons, c'est ces deux arbres, le cocotier et puis le banier sont deux arbres que j'aime beaucoup. Est-ce que le cocotier, est-ce que le banier vous manque lorsque vous êtes à Isérable? Oh bien sûr, mais quelquefois je retourne quand même en Inde. Avec votre visa? Avec mon visa. Voilà. Je vous propose maintenant le jeu. Si c'est en Inde que je vous proposerai de retourner, mais en tout cas dans une région du monde, puisque nous avons, je vous rappelle, comme chaque semaine, une destination à vous proposer, et que cette semaine, exceptionnellement, puisque c'est la dernière, pour ce qui concerne le jeu, attention, Zigzag Café revient le 13 janvier, mais en ce qui concerne le jeu, c'est la dernière semaine, donc un petit peu un feu d'artifice pour terminer que nous a concocté Alex Descotes. Regardez ce feu d'artifice et écrivez-nous, ne nous téléphonez pas pour nous dire où cette photo a pu être prendre. Vous nous écrivez... Être prise. Oui, être prise, ce serait mieux. Et voilà, c'était vous qui me trouviez. Je sais pas pourquoi ce verbe à côté de vous, ça me trouve tout de suite beaucoup. Vous voyez ces couleurs. Ouais. Bon, c'est tout en couleurs, mais j'aurais tendance à dire néanmoins que c'est une question en noir et blanc. J'irais même plus loin. Pour les gens de là-bas, c'est vraiment tout au long de l'année, le jour et la nuit. C'est un indice, signé Alex Descotes. Ou est-ce que cela peut être à la fois le jour et la nuit? Jean-Philippe, vous vouliez rajouter? Je voulais dire qu'il me semble qu'il a concocté un dernier objet de concours très difficile et alors il ne sait pas trop comment s'en tirer. Il faut quand même que je vous donne une petite astuce, non? C'est pas ça, Alex? Oui, simplement parce que nous avons depuis hier reçu déjà quelques cartes postales. Certaines donnent effectivement la bonne région, parfois le bon pays, mais pas vraiment la ville. Or, il y a un endroit dans ce pays où c'est vraiment le jour et la nuit, une seule ville, d'autres pas possible, c'est cette ville que nous voulons. Alors vous nous écrivez à Zigzag Café, Télévision Suisse Romande, case postale 234 1211 Genève 8. Nous tirerons les cartes postales au sort entre 12h30 et 12h45 jeudi, ce qui fait que vous pouvez nous écrire jusqu'à 12h25 jeudi. À condition de l'apporter alors. Bah oui, vous pouvez amener votre carte postale vous-même. Bah, écoutez, et vous je crois venez boire un je café. crois que c'est une excellente proposition. Si des gens veulent participer à l'émission, qu'ils viennent directement, il faut venir à 12h30, parce qu'après ce sera trop tard. Voilà. On ne peut pas ajouter la carte au dernier moment lorsque on a déjà tiré ou la mettre juste au-dessus. Mais on vous accueille avec un immense plaisir. Absolument. Voilà. Francis, vous voyagez beaucoup. Vous êtes actuellement étant curé d'Isérable. Est-ce que ça vous Je permet de voyage voyager encore? surtout dans mes rêves. Oui. Et où rêvez-vous de voyager? Bon, un peu partout, parce que moi je me sens un peu le citoyen du monde. J'aimerais bien être un peu dans tous les continents. J'aimerais bien aller une fois en Amérique latine, en Afrique. Ce sont les deux continents que je n'ai pas encore. Est-ce à dire que vous ne vous plaisez pas à Isérable? Je ne répondrai pas à cette question. Non, je sens très bien. Vous sentez très bien. Pour quelque temps, en tout cas, peut-être pas toute votre Voilà, vie. bien sûr que de toute façon, sur la Terre, on est en passage. D'accord, merci Francis. Eh bien écoutez, on sera très content de continuer cette conversation avec vous, avec tous nos invités tout à l'heure. Ça sera la place du téléjournal dans quelques minutes,
qui vous sera présentée par qui? Anne Bruchweiler. Par Anne Bruchweiler, voilà, vous savez, la grippe, ça continue à faire ses effets. Mais on va quand même accueillir Anne Bruchweiler. Et puis nous continuerons cet après-midi à réfléchir à la fois sur l'engagement. Ça sera vraiment le thème avec Albina Dubois-Rouvray, avec Francis, avec tous nos invités, savoir de quelle manière s'engager dans cette période qui, et c'est le téléjournal qui vous le rappellera tout à l'heure, n'est pas une période très gaie. Matinaux sur le plateau. Jeudi, en revanche, la pluie tombera aussi dans nos régions. Les températures tournent autour de 3 degrés la nuit et jusqu'à 6 degrés l'après-midi. Plutôt douce pour la saison. Jean-Philippe, on poursuit la semaine à Zigzag Café. Alors, on poursuit la semaine à Zigzag Café. On va parler d'engagement et de solidarité. C'est une des réponses, peut-être, au drame exprimé tout à l'heure. Il faut continuer à s'engager, il faut continuer à avoir de la solidarité. Vous l'avez d'ailleurs extrêmement bien dit lors de l'interview qu'on vient d'entendre avec vous. Et puis, c'est l'occasion aussi de se préparer un peu à cette fête de Noël qui, justement, doit être marquée par la solidarité. Merci, c'est la fin de ce journal consacré pour l'essentiel au drame qui a endeuillé la Croix-Rouge cette nuit en Tchétchénie. Ce soir, le téléjournal reviendra sur la mort de ces 6 délégués et sur les explications qu'on peut lui trouver. Pour notre part, nous remercions Paul-Henri Morard d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie, vous, de votre attention et vous donne rendez-vous demain, 12h45, pour un nouveau TG Midi. Au revoir. Pardon? Ouais. Francis, on va lui demander juste de venir. Francis, installez-vous. On va peut-être redire un petit mot tout à l'heure pour les gens d'Isérables. Hein. Comme vous avez dit, peut-être vous n'étiez pas très chaud pour y retourner, pour dire que vous les aimez beaucoup quand même. Oui, parce qu'on a l'impression que... Que tu attendais qu'une chose, c'est de pouvoir partir. Que tu attendais qu'une chose, c'est de pouvoir quitter Isérables, dans la tonalité. Alors, faut leur dire. Hein. Oui. C'était de l'humour, mais je suis pas sûr que... Peut-être on vous fera réagir aussi, juste à la dernière information là, sur les... Après le journalisme d'investigation, c'est le journalisme d'insinuation. Ouais. C'est scandaleux. On insinue qu'il y a eu des menaces, ou on le prouve, ou on ferme sa gueule. Non? Sûr. Peut-être je vous demanderai juste une réaction. On a entendu cette information. Voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie de Zigzag Café avec Francis Ola-Kingal, avec Albina Dubois-Rouvray. Francis Ola-Kingal, peut-être juste une réaction puisqu'on sort de ce téléjournal lourd au cours duquel on a appris la mort de 6 délégués du CICR en Tchétchénie. Lorsque vous entendez des nouvelles comme ça, comment est-ce que vous réagissez? Bon, c'est vraiment triste et bouleversant. Moi, je dirais que ce sont des martyrs de ce temps moderne. Voilà, Albina Dubois-Rouvray, on est heureux de vous accueillir. Merci. À propos de l'action de la Fondation François-Xavier Bagnoud, je le rappelle, qui a été fondée en 89, 3 ans après la mort de votre fils. On se disait tout à l'heure, en vous accueillant, en préparant votre accueil, avec Francis, que François-Xavier, ça établissait déjà un premier lien entre vous. Et alors, il va vous le dire. Voilà, c'est-à-dire, si je suis devant vous comme prêtre, aujourd'hui, c'est grâce à Saint François-Xavier un peu. Et puis, si votre fondation porte ce nom, François-Xavier Bagnoud, c'est aussi grâce à Saint François-Xavier. C'est un grand missionnaire passionné qui a quitté sa terre, qui est parti loin. Il est arrivé en Inde. Il a marché sur les sables de Kerala. Et on le voit d'ailleurs ici en illustration. Voilà, il a parcouru à peu près 100 000 kilomètres. C'était un étudiant brillant et intelligent, mais il a quitté tout pour la mission. Il est le saint patron des missionnaires. Alors c'est un lien très particulier avec lui. C'est grâce à lui, parce que pour moi, c'était un modèle, Saint François Xavier. Vous le saviez?
Je savais sur Saint François Xavier, je ne savais pas du tout pour le père, bien voilà, sûr. Je m'appelle Francis, alors Francis François Xavier. Et que vous êtes d'Inde également. Voilà, je suis de Kerala. Du Kerala, qui est à côté de Goa. Goa. Et son corps, le corps de Saint François Xavier est actuellement tout à fait. à Goa. Alors, oui, je vous en prie. Non, je sais pas, quand j'ai nommé François ainsi, c'est bien parce que j'avais recherché la vie de ce saint patron, car il me semble que quand on nomme quelqu'un, on lui donne aussi les qualités de cette personne et quelque chose de son destin. Et en fait, François Xavier n'était pas un missionnaire, mais il était un sauveteur, il allait faire des sauvetages. C'était un petit peu la même chose. Merci. Francis, vous nous avez caché ça. Il paraît que lorsque vous étiez jeune, vous étiez un garçon qui rêvait d'être révolutionnaire. Vous vouliez changer le monde. Racontez-nous. Il paraît que vous vouliez vous partager le monde avec un de vos copains. Voilà, tout à fait, c'est juste. En toute simplicité. Hein. Voilà. Donc, on avait cette rêve. Vous aviez quel âge, là? Bon, on avait 15-16 ans. D'accord. Cette rêve de sauver le monde. Carrément l'humanité entière. Et comment vous vouliez faire? On avait un projet pour cela. On a dit que nous deux, moi je partirais en Amérique. Et puis là, je deviendrai un jour le président de l'Amérique. Et puis lui, de son côté, il partira en Union soviétique. Et puis il se marierait avec une fille de là-bas. Et puis il deviendrait le chef du parti communiste de l'Union soviétique. Alors notre idée, c'était que tous les problèmes, ça vient de ce conflit entre ces deux blocs, capitalistes et communistes. S'il y a la paix entre ces deux blocs, il y aurait la paix dans le monde. C'était notre rêve. Alors notre rêve, c'est que le jour que je deviendrai le président de l'Amérique et puis lui, le chef du parti communiste de l'Union soviétique, en ce jour-là, on signera la paix entre nous, entre ces deux pays, ainsi il y aura la paix dans le monde. Et puis ça, c'était un beau projet. Et puis votre vocation, je crois qu'elle est née à la mort de votre père. Voilà, donc c'est un événement qui m'a bouleversé, qui m'a marqué beaucoup. Moi, j'étais là à côté de son lit le moment de sa mort avec ma mère. Et puis j'ai posé beaucoup de questions, parce que c'était un homme très dynamique, très courageux. Il avait 42 ans à peu près. Alors j'ai pris conscience que la vie est courte, la vie est fragile, la vie n'est qu'un souffle. Alors ça m'a travaillé beaucoup, j'ai posé des questions sur la vie, sur la mort, sur la vie après la mort. D'où je viens, où je vais, sorte de questions existentielles, qui m'a fait avancer pour trouver ma vocation. Ça a aussi joué un rôle. Alors vous allez être curé à Izerab, vous êtes curé à Izerab. On dira au passage, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez laissé entendre que vous étiez comme ça, juste de passage, mais vous les aimez beaucoup, les gens d'Izerab. Bon, de toute façon, on est toujours en passage. Un curé n'est jamais marié avec une paroisse. Hein, donc ça dépend de l'évêché. Bon, par exemple, l'année prochaine, peut-être, ça peut arriver si on a besoin de moi ailleurs, il peut me déplacer. Mais pour l'instant, vous êtes content? Pour le moment, oui. Il est très content. Voilà. Alors, il y a eu un engagement qu'on a rappelé à la télévision. D'ailleurs, je m'en souviens même très très bien. On faisait le journal télévisé. Et un jour, on a dû parler de la mort d'une recrue, Pierre-Alain Monet, qui était mort lors d'une marche forcée, dans des conditions qui étaient scandaleuses. Avec un jugement du tribunal militaire et puis une réaction des gens d'Izerab parce que le jeune homme était d'Izerab. Et là, regardez cette séquence que l'on a retrouvée, cette séquence qui rappelle comment les gens d'Izerab ont réagi et qui étaient à la tête du mouvement. Ne mettez jamais la main sur un fusil, comme dit Luther King ou Jésus-Christ. Ce sont des paroles de non-violence qui ont été prononcées tout au long de la cérémonie religieuse. Bougies à la main, symbole des flammes de la justice, une foule compacte s'était rassemblée pour dénoncer la mort de la recrue Pierre-Alain Monet et la justice militaire. J'estime que la justice militaire doit être abolie. On ne peut pas être à la fois juge et parti. Ça a réveillé une douleur en moi parce que mon fils a été condamné à 8 mois de prison pour objection de conscience. Et ça m'a fait très mal et je comprends d'autant plus la famille de Pierre-Alain qui voit un tel verdict et qui n'a plus son fils encore, en plus de ça. Une soirée du souvenir que le curé d'Izerab a voulu faire coïncider avec la journée des droits de l'homme. Les lois militaires ne sont pas plus sacrées que la vie d'un seul homme. À l'issue de la cérémonie, les participants se sont rendus en procession jusqu'au cimetière du village où repose Pierre-Alain Monet. Un cortège silencieux,
scandés par le seul rythme d'un tambour. C'est un cri de révolte d'une communauté qui ne peut comprendre l'inacceptable, tout simplement. Ça représente la solidarité d'un grand nombre de personnes, quand même, face à une injustice criante qui n'a pas été jugée comme telle par l'armée. Et dans la nuit, chacun est venu déposer sa bougie sur la tombe de la recrue morte d'épuisement lors d'une marche militaire. Alors évidemment, un souvenir qui a marqué votre vie, un engagement très, très ferme. Quelles ont été les réactions autour de cet engagement? Comment est-ce que les gens vous ont parlé C'est-à-dire, la plupart des gens sont bien accueillis cet engagement. Ils m'ont beaucoup soutenu. Bon, bien sûr qu'il y a eu des critiques aussi. Hein. Bon, ça, c'est comme ça si on fait quelque chose. Même Jésus-Christ a eu beaucoup de critiques, même beaucoup plus que moi, je crois. Alors, c'est pas grave. Donc, il y a une remarque qui vous a surpris. Vous avez dit dans un journal, je crois, quelqu'un a dit un prêtre peut ne pas parler de Dieu, de dire qu'il ne croit pas en Dieu, mais pas croire en l'armée. Voilà, donc c'est un journaliste en Valais qui m'a dit que, bon, c'est un copain, il m'a dit que, bon, comme curé, tu peux dire Dieu n'existe pas, ça choquerait personne, mais si tu touches l'armée, c'est grave, parce que en Valais, l'armée, c'est un sujet tabou, c'est sacré. Mais vous avez eu beaucoup de signes de solidarité. De soutien, beaucoup, même pas seulement de Valais, même d'extérieur, de tous les cantons romans. Les gens sont venus jusqu'à Isérable, jusqu'au bout du monde. Albina Dubois-Rouvray, on va vous montrer une deuxième séquence où vous allez découvrir Francis Ola-Kingal lorsqu'il est du côté d'Isérable avec les jeunes et avec les personnes âgées. Vous verrez, il leur tient un discours qui est toujours aussi ferme. Regardez. Dieu voulait montrer qu'il y a beaucoup de races, beaucoup de langues, mais il n'y a personne qui est supérieur. Par exemple, moi, je parle pas bien le français, c'est un accent indien. Mais quand il y a un accent, ça veut dire qu'il parle notre langue. C'est pas quelque chose qui est inférieur. Il arrive à parler une autre langue encore. C'est ça le signe. On dit que quelqu'un qui a un accent parle de son pays sans parler de son pays. Je ne parle pas de l'Inde, mais le moment que je parle en français avec un accent indien, ça veut dire que je viens de notre pays. J'ai appris d'autres langues. C'est la même chose ici aussi. À Isérable aussi, il y a des gens qui viennent d'autres pays. Il faut respecter ces gens. Surtout aujourd'hui, c'est très important parce que dans notre époque, il y a beaucoup de racisme. Il y a manque de respect, manque d'estime des autres gens. Parfois, on prétend qu'on est supérieur aux autres. Et puis, qu'est-ce que ça peut donner, ça, s'il y a cette prétention? Il y a des guerres. Voilà, il y a la guerre. Il y a deux questions très importantes qu'on va voter dimanche prochain. C'est la question de la loi du travail, donc le travail est dimanche. Et puis il y a la question des étrangers, des immigrés. L'Église a toujours soutenu les étrangers parce que nous sommes tous des étrangers sur la terre. Hein, dans ce sens-là. Jésus-Christ était un réfugié. Jésus-Christ, après sa naissance, il était réfugié en Égypte. Donc Égypte, c'est l'Afrique. Hein? C'est l'Afrique qui a accueilli Jésus-Christ. Si on l'avait tué, si l'Afrique n'avait pas accueilli, si l'Égypte n'avait pas accueilli Jésus-Christ, on n'aura pas eu le christianisme. Si c'est aujourd'hui, Jésus-Christ revenait sur la terre, et puis il venait comme réfugié en Suisse. Et puis après cette loi qu'on propose, que les émigrés doivent venir avec des papiers. Puis on lui dit qu'aller chercher des papiers chez Hérode. Allez chercher les papiers chez Hérode. Quand vous tenez des propos comme cela, dans une communauté, on a vu de personnes plutôt âgées qui ont un autre parcours et qui vous découvrent, qui découvrent l'Indien que vous êtes d'origine, qui entendent vos propos. Est-ce qu'ils les acceptent, ces propos, volontiers? Je crois que, bon, bien sûr que ces personnes qui sont là, ils sont plutôt des personnes positives. Hein. Bon, je ne pense pas qu'ils sont tous, ils s'acceptent, parce que moi, je me souviens, j'ai une réaction quand j'étais à Sion, à l'époque, il y a 2 ans, quand il y a eu la question de une votation contre le racisme. Aussi, j'ai parlé en public, en sermon, j'ai fait allusion. Alors, j'ai eu aussi des remarques négatives aussi. Donc, c'est pas toujours rose. C'est un combat. C'est un combat.
Albina Dubois-Rouvray, vous venez nous rejoindre pour parler de la Fondation François-Xavier Bagnoud. Je crois que pour vous présenter, il y a une excellente séquence qu'on a tirée d'un film qui a été réalisé autour de votre travail. C'est à Chiang Mai. On vous voit en train d'inaugurer une de vos fameuses maisons dont vous nous parlerez dans quelques instants. Regardez cette séquence. 2 foyers d'accueil de jeunes prostituées ont été ouverts. 2 autres sont en chantier dans les campagnes pauvres du nord du pays, d'où la plupart proviennent. Les maisons François-Xavier Bagnoud de Chiang Mai accueillent en priorité des enfants souvent nés de mères prostituées et contaminés par le virus du sida. Ces centres sont conçus sur le modèle de celui créé par l'association à Washington et qui prend en charge les enfants malades les plus défavorisés de la communauté noire. Modestes, ces structures voient aussi le jour au Brésil, en Colombie et en Inde et n'accueillent que quelques dizaines d'enfants afin de recréer l'atmosphère familiale. Alors ça, c'est une des actions que vous menez, d'ailleurs une action à laquelle vous tenez beaucoup, mais il y en a énormément dans le monde. Rappelez-nous quelques-unes d'entre elles. Je voudrais simplement préciser que ces maisons n'accueillent pas quelques dizaines d'enfants chacune. Elles accueillent très très peu d'enfants pour qu'elles restent de type familial et pour qu'elles soient dans une atmosphère de tender loving care, c'est-à-dire d'attention très personnalisée, comme une maman avec ses propres enfants. Voilà. Quelles sont les autres grandes actions que vous menez ? Les autres grandes actions proviennent toujours de ces 2 concepts, c'est-à-dire la défense des droits de l'enfant et le concept des maisons François-Xavier Bagnoud de tender loving care type familial. Alors, outre ces maisons-là, j'avais aussi fait des maisons pour les enfants prostitués, c'est-à-dire les mineurs prostitués en Thaïlande, qui étaient du même type, et nous faisons des structures en Rwanda, c'est-à-dire nous construisons des maisons en dur, mais qui sont toujours faites dans le même esprit pour réunir une famille d'accueil avec un enfant ou plusieurs enfants qui n'ont plus de famille, et pour reconstituer aussi ainsi toute la vie communautaire dans le village en créant des micro-entreprises, pour faire travailler toutes les ethnies ensemble, pour faire participer les gens à reconstruire une vie qui avait été totalement détruite. Donc c'est toujours le même esprit. Alors je vous propose qu'on regarde une deuxième séquence. J'ai beaucoup d'autres actions, je suis sûr. 3 heures. Je suis sûr. Mais je vous propose, je crois que c'est très important de parler de celle du Rwanda, puisqu'actuellement c'est une région particulièrement sensible. Surtout après ce qu'on vient d'entendre avec M. Morard. Je crois qu'il est extrêmement important de dire que cette action, qui est une action humanitaire, n'est pas que caritative. Je dirais, elle a aussi, pour moi, elle a un processus politique, c'est-à-dire elle est une toute petite goutte d'eau apportée au processus de paix. Car à partir du moment où vous relogez des gens, où vous remettez des enfants dans une famille, où vous refaites vivre ainsi tout un village en créant des micro-entreprises pour créer du travail, pour recicatriser tout ce tissu communautaire qui avait été totalement détruit, vous arrivez peut-être à insuffler un petit peu de paix dans un village, dans une commune, comme nous le faisons à partir de cette commune dans une préfecture, et nous espérons aussi beaucoup que maintenant, avec les nouveaux réfugiés qui rentrent, d'autres organisations, peut-être même les plus grandes, les internationales, qui disposent de tant d'argent, nous avons pu, grâce à une fondation suisse, Provictimis, faire ces 500 maisons qui sont en cours. Mais j'espère que les grandes organisations reprendront ce modèle très modeste, en fait, très humble, qui va juste directement j'aime pas dire des donateurs, c'est les gens qui aident aux personnes qui ont besoin d'être aidées afin de refaire ces mêmes structures et de recréer ce tissu qui avait été tellement détruit. Alors un deuxième exemple qui va vous interroger tous les deux, naturellement, c'est un exemple tiré des Indes, c'est un exemple d'enfants au travail. Regardez des enfants qui travaillent dans des conditions très très scandaleuses. En Inde, on les appelle les cigarettes du pauvre. Les bidis sont un article très apprécié et vendu par millions dans de petites échoppes à travers tout le pays. La fabrication des bidis constitue une vaste industrie à domicile dont les familles pauvres de cette région tirent leur principal revenu. J'arrivais à la maison de l'agent à 8h du matin et je travaillais jusqu'à 1h. J'avais 1 heure pour manger et puis il me faisait travailler jusqu'à 9h du soir. Après quoi mes mains et mon nez étaient tout couverts d'ampoules et brûlés par la puanteur. Je toussais tout le temps. Tous ces enfants sont liés par une expérience commune, leurs années passées dans la servitude. L'asservissement est un équivalent moderne de l'esclavage, où les enfants sont livrés en gage par leurs parents à des négociants locaux en échange de très modestes prêts.
Les parents remboursent rarement ces prêts en raison des taux d'intérêt élevés. Leurs enfants continuent donc de travailler au service des négociants de bidis. Pour des journées de 12 heures où ils roulent 2000 bidis, ils touchent un salaire moyen inférieur à 3 francs français. Quand on était en retard, ils nous battaient. Quand on roulait les bidis, ils disaient « Pourquoi vous travaillez si mal? Pourquoi vous faites les bidis si gros et si peu nombreux? Ne levez pas la tête de votre ouvrage et roulez les bidis. » Quand on les roulait vite, nos mains nous faisaient mal, nos jambes nous faisaient mal, notre cou et notre dos nous faisaient mal parce qu'il fallait rester courbés. À l'école, on est heureux. On a des jeux et des chansons et on peut s'instruire. Mais au travail, quand j'étais battu, j'avais le dos couvert de marques de triques. J'étais en sang, madame. Peut-être juste une première réaction et une réaction d'Albina aussi. Francis? Bon, moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. Moi, j'aime beaucoup une parole de Michel Quast qui dit que ce sont des petites gouttes qui font l'océan. Ce sont des petits gestes de solidarité qui vont sauver l'humanité. Et alors, le travail des enfants, ça, évidemment, c'est un domaine que... Nous avons la même philosophie. Le travail forcé des enfants, c'est un problème extrêmement complexe. Ce que vous venez de voir là, ça représente le 98% du travail forcé des enfants qui sont de la production locale, qui est consommée localement. Nous, ce qui nous a rendu conscients de ce problème, ça a été seulement le 2%. C'est-à-dire l'importation de ces pays des produits que nous consommons, nous, ici, dans les pays développés. Ça, c'est la première chose très importante à savoir. La deuxième chose très importante à savoir, c'est qu'on ne peut pas faire de boycott. C'est un problème trop complexe pour avoir des solutions simplistes. Le boycott enlève aux enfants le peu de roupies qu'ils gagnent, dont la famille a absolument besoin pour survivre. Vous détruisez totalement, encore une fois, un tissu économique extrêmement fragile et vulnérable. Ce qu'il faut faire, ce sont des solutions adaptées. Le travail, oui, pour les enfants. Il est d'ailleurs permis par le BIT, mais dans des conditions décentes, normales, avec un salaire normal, des horaires normaux, et par ailleurs des structures d'éducation mises en place. Et tout ça ne peut pas se faire. Nous, une ONG, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dénoncer, on peut alerter l'opinion publique grâce à la télévision, on peut inventer des structures afin de controverser, enfin de se battre contre les effets pervers de cette chose, mais on ne peut pas faire quoi que ce soit sans les entreprises concernées, en tout cas en ce qui concerne ce 2%. Et si on arrive à faire des paradigmes comme Jacques Valène a fait avec nous à FXP, c'est-à-dire que les acheteurs obligent les gens à faire des structures où les enfants travaillent dans des conditions absolument normales et que ces entreprises donnent de l'argent pour monter des structures éducatives pour ces mêmes enfants, on pourra passer un palier où il n'y aura plus même de travail des enfants. Mais le boycott, non. Les labels, non, parce que le label, c'est pas une garantie. Même Rogmark, qui avoue avoir 200 000 métiers à tisser dans ses productions, ne peut en viser que 13 000. Et encore une fois, c'est pas une garantie. Il y a Nike, il y a Adidas, il y a Puma qui ont aussi enlevé carrément leurs usines, qui les ont mises ailleurs. Les enfants restent sans travail, les familles restent sans revenus. Ce n'est pas une solution. Et je voudrais simplement encore une fois ajouter que ce qu'il faut tout à fait faire, c'est que tout le monde se tienne la main dans la main et qu'on arrête de se tirer dans les pattes. Il faut que les ONG, la Banque mondiale, les entreprises et les gouvernements travaillent ensemble. Et je voudrais simplement dernièrement ajouter que les effets pervers, dans ce boycott, c'est que l'Inde a mis une loi à New Delhi comme quoi il fallait fermer toutes les usines où il y avait des enfants. Et les envoie à la prostitution. Voilà. Merci de votre témoignage. Je crois que c'était absolument clair, une position très détaillée et claire sur le problème. Bon, je crois qu'on voulait ajouter quelque chose, Francis. Ça va très bien, donc. Voilà, je vous propose qu'on va replonger un peu chez nous, maintenant qu'on a fait ce voyage et cette réflexion sur l'ailleurs. Chez nous, c'est la période de Noël. On va dans un instant vous dire comment est-ce qu'on peut agir de manière solidaire pendant Noël. Et puis, on a une rubrique look. Je suis sûr que là aussi, c'est là peut-être davantage un clin d'œil de Noël. Bien, excellent. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce dieu germain qui s'appelait Thor. Il y a des millions d'années. Il vivait dans le froid, dans les pays nordiques, dans les icebergs. Il avait une immense grande barbe blanche. C'était un dieu jovial, rond, passionné du feu. C'était son élément, le feu. Et d'ailleurs, on lui réservait toujours une place importante dans l'âtre. Et c'est là qu'il venait s'installer en descendant par la cheminée.
Et puis les siècles ont passé, Jésus-Christ est arrivé, et avec lui les saints, et par exemple Saint Nicolas, qui au IVe siècle de notre ère était en Lydie, c'est l'actuelle Turquie, et là-bas il se baladait à Dodane le jour de sa fête, et il allait voir les enfants pour leur distribuer des cadeaux, des noix, des fruits secs, des poupées en bois. Et puis les siècles ont encore passé et il y a eu la Réforme. Et avec la Réforme, l'interdiction de parler des saints. Et il y a eu des protestants hollandais qui sont partis aux États-Unis. Et c'est là-bas, aux États-Unis, que tout à coup, les protestants hollandais se sont rappelés l'existence de ce tout vieux dieu Thor au fin fond de l'Allemagne, au fin fond de la Scandinavie, encore plus loin. Et quand vous mettez les deux ensemble, et ça vous donne notre Père Noël. Le Père Noël, avec tous ses symboles, ça existe évidemment aussi en look. Jean-Claude, c'est pas vous qui allez me contredire. Surtout pas, non, en look, en image. Alors si on peut parler de look chrétien dans le cadre du Saint-Nicolas, qui est l'origine, on pourrait parler de look païen pour ce qui est du Père Noël. Alors avant de détruire un mythe pour nous les grands, les adultes, moi je vais m'adresser à toi qui a 6, 8, 10 ans à la maison, il ne faut pas écouter ce qu'on dit. Alors on va parler pour les grands et puis on va leur dire que ça n'existe pas. En fait il existe, si tu as envie tu peux même écrire, il y a en Suisse une adresse, c'est à Berne, case postale 3030 Berne, Père Noël. Donc là tu auras une réponse. Juste pour toi, maintenant on revient un petit peu au niveau adulte et puis c'est vrai que le Père Noël, ça n'existe pas. En réalité, c'est une invention commerciale, surtout le vêtement rouge et blanc, comme on l'a créé de toutes pièces. C'est en fait, bien sûr, aux États-Unis que ça a été inventé, puisqu'il y a un monsieur qui s'appelle Clément, qui a écrit un bouquin, qui a écrit plusieurs articles sur les mythes et autres, et qui a écrit surtout un très joli texte un jour concernant le Père Noël. Et puis, il a illustré ce texte et ça a apparu dans Harper's Bazaar. C'est devenu très populaire. C'est vrai que le côté rouge-blanc était très voyant, très, très clair. Et puis, c'était très vite repris. Et là, c'est là que le mythe tombe. C'est qu'en 1932, eh bien, c'est une marque de boisson gazéifiée avec du coca dedans, vous voyez ce que je veux dire, qui a repris cette image rouge-blanc, puis ce sont les couleurs de la maison. Et c'est vrai que c'est eux qui ont véhiculé l'image du Père Noël aux États-Unis, puis c'est venu en Europe. Donc c'est cette marque de boisson, parce qu'à l'époque, on n'osait pas vendre cette boisson aux enfants. Et ce sont 2 enfants qui offraient ça à un Père Noël en dessus d'un frigidaire. C'était la façon dont on a pu introduire cette boisson pour les enfants, donc l'origine du rouge-blanc. Encore un petit détail. Dans le look du la reprise dans le look, dans le populaire. Si vous voulez en savoir plus, il y a un magnifique livre qui vient de sortir qui s'appelle La fabuleuse histoire du Père Noël. C'est un livre pour adultes et c'est vrai que c'est un livre absolument complet qui nous donne tous les détails des tables, des origines, etc. Voilà, donc le look, vous voyez, on le trouve partout. Et on trouve le rouge aussi dans le pays de notre invité, je crois, Jean-Philippe. Oh, je pense bien, on le trouve même sur son pull, vous savez. Le rouge, c'est une couleur que vous aimez, vous? J'aime beaucoup, c'est la couleur de l'amour, de la passion. C'est ça. Est-ce qu'en Inde, c'est une couleur importante? Oui, les Indiens aiment beaucoup la couleur rouge. Il n'y a pas de raison particulière? Il n'y a pas de raison, parce que les Indiens aiment les couleurs, multicolores. Très bien. Je vous propose maintenant que c'est le tour de cette semaine. On a essayé de savoir ce qui se faisait à Genève, on va savoir ce qui se fait en Valais dans le domaine de la solidarité des repas de Noël. Regardez ce reportage, ensuite on pourra le commenter avec Emmanuel Teller. Oui, les 62 répertoriés pour l'instant association, cette fois-ci c'est les Cartons du Cœur. Cartons du Cœur, c'est une association qui ne permet pas d'avoir des repas pour le midi, pas des repas seulement le jeudi soir si on parle d'un resto, mais là c'est vraiment de la nourriture et aussi pour se laver, le matériel de base. Et c'est un carton qui a plus ou moins 3 semaines plus ou moins de nourriture, un carton de survie 3 semaines, donc un joli carton qui sera fait. C'est peut-être aussi parce que la responsable, Annette, et l'équipe qui travaille sont très généreux et parce qu'ils reçoivent aussi beaucoup de choses, mais c'est un beau carton. On aimerait bien avoir ça nous aussi comme cadeau et ça fait plaisir. Pouvoir aider les autres, c'est un plus. C'est quelque chose indéfinissable. Moi, ça m'apporte énormément de joie de pouvoir aider les autres. Parce que les autres existent dans leurs difficultés. Et puis c'est leur montrer aussi que malgré leurs difficultés, pour nous, on les oublie pas, on les rejette pas, ils sont là. Pour nous, ils existent. D'une manière comme une autre de leur dire qu'on les aime. Pour moi. C'est peut-être aussi une forme d'égoïsme. On se fait aussi plaisir à soi-même. Quand on voit quelqu'un qui est heureux, on se fait plaisir. C'est la récompense quand on porte un carton dans une famille où les enfants sont là, on leur donne un petit jouet, une petite peluche et ils ont un grand sourire et ils nous disent merci. Je veux dire, c'est de voir la joie dans les yeux d'un enfant ou même d'une famille, d'une maman, ça fait chaud au cœur. Et alors tout ça, c'est pour 7-8 familles? Ah non, c'est pour qu'une famille. Tout ça? Oui, tout ça pour une famille. Ça leur permet de vivre environ 3 semaines.
Puis alors nous, on vient avec vous là alors? Ah non alors, on a promis de respecter l'anonymat de nos bénéficiaires. Eh bien voilà, on a passé par les cartons du cœur. J'ai eu droit à mes raviolis pour les gens qui les demandaient de temps en temps pendant la semaine. Maintenant, on va aller au resto du jeudi. Ce matin, avant de vous accueillir, j'ai mis avec une équipe un petit peu au point la journée. Je suis parti, je ne sais pas comment c'est maintenant. On va aller le découvrir maintenant. C'est comme tous les jeudis soirs, à la surprise. Alors ce soir, il y a comme entrée d'un potage aux légumes. Après, on fait la polenta avec une salade un peu mêlée, la sauce champignon, fromage râpé, puis comme dessert des mandarines. Vu que demain c'est Saint-Nicolas. Pour ce soir, on attend à peu près 60 personnes, comme d'habitude. Puis souvent, ça va jusqu'à 70, 80 personnes. Il y a des réfugiés, il y a ceux qui sont à l'AI, il y a des chômeurs, il y a des vieilles personnes, il y a des familles. Il y a de tout, il y a des SDF aussi. Et puis, alors, ce qui manque un petit peu, c'est les gens qui ont des sous. Ça permet aussi de renflouer un petit peu la caisse, parce que ça coûte quand même assez cher pour autant de repas. Voilà. Merci. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Eh bien, écoutez, on est heureux de vous accueillir. Vous avez été un excellent... Reprenez le micro rouge, voilà, vous avez été excellent, vous nous avez donné envie. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez entendu? Depuis 2 semaines, quand on a fait le reportage, il y en a 120 maintenant, des associations qui ont été répertoriées, plus 60. Puis autrement, donc maintenant, on est dans un coup de Noël. Ça veut dire qu'il y a des restos de Noël le soir du 24, dans plusieurs villes. Donc je les énumère, il y a Saint-Maurice, il y a Monté, Martigny, Saxon, Sion, Sierre. Je viens d'apprendre ce matin qu'il y avait aussi à Savièse. Des lieux où tout le monde est accueilli. Pas seulement de nouveau les pauvres, mais tous. Pas seulement pour l'argent, mais parce que ça fait la fête ensemble. Voilà, c'est une belle mission, faire la fête ensemble. En tout cas, merci, vous nous avez tout à fait convaincus dans ce reportage. David, je ne sais pas s'il viendra chez vous, parce qu'il commence par les Saturnales, non? Oui, une autre ville valaisanne, c'est Genève. Vous connaissez la ville valaisanne de Genève, où il y a beaucoup d'étudiants. Eh bien, sachez que les étudiants en médecine organisent comme chaque année les fameuses Saturnales. C'est demain soir, c'est à la Halle 3 de Palexpo à Genève. Et si je vous en parle, et si on vous en parle dans ce cadre, c'est que les fonds seront versés notamment aux associations chargées des soins polycliniques, c'est un terme technique, je ne suis pas étudiant en médecine, à l'hôpital cantonal. Donc allez-y, demain soir, Halle 3 de Palexpo à Genève. Merci, puis un dernier clin d'œil sera Elisa. Oui, exactement. Si cette semaine nous faisons un merveilleux voyage, un voyage de cœur entre le Valais et... Oui, il faut peut-être qu'elle prenne un micro, Elisa, parce que... Vous avez vu même les micros professionnels. Mes bonnes habitudes. C'est l'émotion. Voilà. Je voulais simplement vous dire que grâce à vous, Francis Olakingal, et vous, aujourd'hui, notre chère invitée Albina, nous faisons un voyage de cœur entre la Suisse et l'Asie et l'Amérique du Sud. Eh bien, moi, je vous propose, nous, petits Suisses, de continuer ce voyage à l'intérieur de nos frontières grâce à ce passeport. Ce passeport coûte 30 francs. C'est un voyage au pays des contes. Et puis, les conteurs, eh bien, ma foi, ce sont des gens de la télévision que vous connaissez très, très bien comme présentateurs et journalistes également. Eh bien, ils ont choisi un petit peu de quitter les studios, de s'installer dans un vieux grenier, sur un vieux canapé, de raconter des histoires à des enfants. Aujourd'hui, il s'agit d'une histoire chinoise qui vous est racontée par Roland Georg. Je vous propose de l'écouter. Fille, je la donnerai au premier d'entre vous deux qui m'apportera, alors écoute bien, 100 plats de riz gluant, 200 gâteaux de Nouvel An, un éléphant à 9 trompes, un coq à 9 crêtes et un cheval à 9 crinières. Bon, alors évidemment, ils sont repartis les deux. Il a dit, j'ai la pêche, je suis tranquille. Le problème, c'est que le lendemain matin, Samtin, le génie des montagnes, était de retour. Et il avait tout. Il avait ses serviteurs avec lui. Il avait le riz, il avait les gâteaux. Il avait l'éléphant à 9 trompes. Il avait le cheval à 9 crinières. Et le roi, était embêté, mais il a dit, c'est une promesse, d'accord, tu peux partir avec ma fille. Et le génie est parti avec sa fille. Et 1 heure après, l'autre est arrivé, et il avait tout aussi. Il avait l'éléphant, il avait le cheval à 9 crinières, il avait le coq à 9 crêtes. Et il était fou de rage, je lui ai dit, comment j'étais pris de vitesse, moi? Mais j'ai tout, là. Et l'autre, oui, mais il est venu avant toi, ton rival. Rassurez-vous, cette histoire finit très très bien. Cette histoire, donc, elle coûte 30 francs. Elle est jointe à d'autres histoires. Il y en a 10. Et moi, je vous propose d'acheter cette cassette. Et les fonds de cette cassette, tous les fonds qui seront récoltés, iront à l'enfance de Suisse romande. Aujourd'hui, on a choisi de parrainer une petite fille qui s'appelle Stéphanie, qui a 6 ans, qui est orpheline et qui aimerait beaucoup, beaucoup passer des vacances de neige. Voilà, je vous embrasse tous. Et puis, n'oubliez pas, 30 francs la cassette, voyage au pays des contes. Et puis, Elisa, dépêchez-vous, parce que Elisa, figurez-vous qu'elle doit rejoindre le studio de Hublot, où vous allez la retrouver dans exactement 4 minutes
mais qui est un studio qui n'a rien à voir. Donc Elisa est en train de courir, voilà. Et vous allez la retrouver dans 5 minutes dans un autre studio. Merci Elisa, c'était bien. Et ce qu'on peut ajouter à la manière de Roland Gerg, c'est que si vous nous écrivez tout de suite, eh bien avant Noël, vous aurez la cassette pour en faire des cadeaux. Voilà. Merci à vous. Merci à Francis et on se réjouit de vous retrouver jeudi où nous parlons particulièrement du rapport avec l'Inde grâce à un voyage que vous avez fait, plusieurs voyages que vous avez fait et l'un notamment avec Alex Descotes. Merci à vous. Merci.